Super, alors bonsoir à tous. Il est déjà 17h15. On a environ une trentaine de participants ce soir pour ce webinaire sur l'approche centrée sur les personnes comme facteur d'agilité. Donc bienvenue. Céline, tu peux passer à la slide suivante. Donc on va coordonner cet événement avec ma collègue Céline qui est derrière la main, derrière les slides. Donc, on est toutes les deux employées à la Haute École de Gestion du canton de Vaud et on coordonne le réseau de la Fabrique de l'Agilité. Et du coup, ce soir, on vous propose un événement autour du thème de l'approche centrée sur les personnes. Donc, Céline, tu peux passer au slide suivant. Le programme sera le suivant. Nous aurons d'abord un petit mot de bienvenue d'Éric Couzam, qui est membre du comité de la Fabrique de l'Agilité, pour vous présenter ce qu'on y fait. Ensuite, nous allons avoir une série d'intervenants sur la thématique. On aura un cadrage théorique réalisé par Raphaël Fink de la Source, puis différents intervenants des institutions que vous voyez devant vous, qui témoigneront de comment ça se passe, l'approche centrée sur les personnes dans leur organisation. Et puis finalement, on terminera sur une note participative où pendant 45 minutes, nous aurons dans des petits groupes des échanges autour de cette thématique. Céline, tu peux passer, super. Donc, quelques éléments de bonne pratique pour l'événement. Donc, pendant les interventions, sentez-vous libre d'écrire, poser vos questions dans le chat. Les intervenants répondront comme ils peuvent après leur intervention. Voilà, aux questions. Et puis, on essaiera d'en faire une synthèse qu'on vous remettra. Tu peux passer au slide suivant. Donc, micro coupé. Alors, on a aussi la main sur le micro, mais des fois, ce n'est pas toujours évident de gérer tout le monde. Donc, si vous arrivez à couper vos micros pour les effets sonores, c'est super. Nous vous enverrons la présentation de ce soir. Donc, n'hésitez pas, vous ne perdrez rien. Et puis, comme vous avez vu, j'enregistre l'événement pour que nous puissions le rediffuser. Donc, toute la partie, évidemment, en petit groupe, on ne le verra pas, mais je ferai une condensation pour que nous ayons après, en plénière, les restitutions des petits groupes. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Eric, qui va nous présenter la Fabrique de l'Agilité. Eric, est-ce que tu es avec nous? Voilà. Oui, je suis là. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire voilà, ravi de vous voir nombreux autour de l'écran et de voir l'intérêt que vous portez à l'agilité. Donc, merci aussi Céline Manon pour la coordination de l'animation et toute la préparation de cet événement. Voilà, une contribution très précieuse qui rend cet événement possible, donc merci. Alors, la Fabrique de l'Agilité, qu'est-ce que c'est? Qui nous sommes? Et nous sommes finalement, la Fabrique de l'Agilité, c'est une association, c'est un réseau d'entreprises de tailles très diverses, d'entreprises très différentes les unes des autres, mais qui ont des choses en commun et qui, en particulier, ont en commun le fait de s'intéresser à l'agilité. Donc voilà, ce réseau, ça nous permet, dans un esprit, je dirais, vraiment très convivial et très enrichissant, je crois, pour tous les participants, de partager nos expériences, nos points de vue, nos questionnements sur un certain nombre d'initiatives, de démarches qu'on envisage d'entreprendre, ou que nous avons entreprises, chacune dans nos organisations, chacune dans nos organisations, et de mettre tout ça en commun et de tirer profit les uns et les autres d'expériences qui sont faites par nos interlocuteurs. Il y a une vocation aussi qu'on s'est donnée quand on a constitué cette association, c'est de diffuser la culture. C'est-à-dire qu'on croit profondément dans la valeur de ce que recouvre la notion d'agilité, hein, des éléments assez larges, et on y croit tellement qu'on pense que ça vaut vraiment la peine que ça fasse tache d'huile et de diffuser cette culture de façon générale, au-delà des frontières de l'association, pour que finalement l'agilité devienne de plus en plus présente dans les pratiques et dans les organisations. Voilà, si on passe à la planche merci, on vous propose de nous rejoindre. Hein, ce qui fait la richesse de nos échanges, c'est vraiment la diversité des profils des organisations, la diversité
des personnalités qui représentent ces organisations. Il y a des toutes petites PME, il peut y avoir des personnes qui nous rejoignent à titre individuel. Il y a des grandes entreprises dans tous les secteurs de l'économie, des services publics, des organisations dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'industrie, de la chimie, des transports. Enfin, c'est extrêmement varié. Et cette variété, cette diversité, elle apporte vraiment beaucoup à tous. Donc, il y a toute une série de prestations qui sont proposées à nos membres et qui vraiment sont intéressants pour tout le monde. Raison pour laquelle je vous invite à nous rejoindre parce qu'on est encore une taille qui est modeste. On souhaite, pour conserver une qualité d'échange, que cette taille, elle reste raisonnable. Donc, il y aura à un moment donné peut-être des décisions à prendre pour qu'on soit pas trop nombreux et qu'on puisse continuer à profiter des expériences des uns et des autres. Mais pour le moment, il y a de la place, donc n'hésitez pas à vous renseigner avec les supports que vous recevrez, à faire la démarche pour nous rejoindre, parce que c'est vraiment, je pense, très intéressant pour tout le monde. Voilà, je ne vais pas plus loin, je suis ravi de vous accueillir et de laisser la parole pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, Eric. Oui, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à écrire à info@fablag.ch. Céline, je te laisse un tout petit peu un mot d'introduction parce que l'événement il est un peu spécial. Voilà, je voulais juste refaire un petit point sur cet événement parce que c'est vrai que la Fabrique de l'Agilité, c'est une association qui concerne des entreprises et des organisations dans tous les secteurs d'activité. Et puis, on a un petit intérêt spécifique depuis quelques années pour les organisations qui sont dans le domaine de la santé et du travail social, qui est une des raisons pour lesquelles on a organisé un événement un peu spécifique sur ce secteur d'activité. C'est vrai que ça avait débuté il y a 3 ans environ avec une conférence qu'on avait faite sur l'agilité dans la santé au sein de la Haute École d'ingénierie et de gestion. Et puis suite à ça, il y a eu un groupe qu'on avait appelé le Think Tank Agile qui s'est réuni assez régulièrement et qui aujourd'hui a rejoint la Fabrique de l'Agilité, ce qui explique cet intérêt et cet événement spécifique. Merci beaucoup. Du coup, on va passer dans le vif du sujet avec nos intervenants. Donc, je vais te laisser la parole, Raphaël, pour que tu nous introduises cette thématique de l'approche centrée sur les personnes. Oui, merci beaucoup, Manon. Bonjour à toutes et à tous aussi de ma part. Je m'appelle Raphaël Fink, je suis donc collaborateur scientifique à la Haute École de la Santé La Source. Et je suis également responsable des relations avec la communauté de seniors du Senior Lab, qui est en gros une plateforme des développements des solutions d'innovation et de recherche appliquée en lien avec la qualité de vie des seniors. Aujourd'hui, je suis ici pour faire un petit cadrage théorique de ce que c'est l'approche centrée sur la personne, pour voir finalement comment elle peut s'appliquer aux institutions des soins au domaine de la santé aujourd'hui. Je partirai d'un petit historique que probablement la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais d'où naît l'approche centrée sur la personne? Eh bien, c'est une approche qui naît dans un cadre psychothérapeutique dans les années 40, et à la base, il y a le psychologue américain Carl Rogers qui donc l'a développé. Donc, il naît comme une méthode de psychothérapie, une relation d'aide plus généralement, qui est centrée sur la personne et non pas sur la pathologie, sur la souffrance. Donc, elle appartient à un courant humaniste qui est un petit peu en contraposition avec les autres courants psychologiques de l'époque, tels que la psychanalyse ou le comportementalisme, par exemple. Elle se base sur un constat de base, cette approche centrée sur la personne, à savoir que toute personne, tout être humain possède en lui-même un fort potentiel de se réaliser, de s'épanouir, d'aller vers la maturité si on le veut, mais que pour ce faire, il a besoin de bénéficier des conditions favorables. Et lorsqu'il y a souffrance ou blocage, c'est justement le rôle du thérapeute de recréer ces conditions favorables à travers, par exemple, l'acceptation positive inconditionnelle, à travers l'absence de jugement ou à travers une relation empathique avec la personne aidée. Donc ça, c'est en gros les grandes bases. Je passerai à la prochaine slide.
voilà, ça a énormément évolué. Donc, on va faire en saut des années 40 jusqu'aux années 2020. Euh, Parce que justement, l'approche centrée sur la personne aujourd'hui peut s'appliquer au domaine des soins, peut s'appliquer aux institutions des soins de façon plus générale et elle caractérise finalement pas uniquement la relation thérapeutique, mais tous les différents niveaux de l'organisation, à savoir sa stratégie, son organisation et puis aussi au niveau individuel, les différents collaborateurs et les patients même. J'aime bien prendre ce modèle qui a été développé par McCormack et McCain, qui s'appelle Person-Centered Practice, donc pratique centrée sur la personne, et qui doit être liée des cercles extérieurs jusqu'à cette fleur qui est à l'intérieur de ces cercles, et qui définit finalement quelles sont les caractéristiques de l'approche centrée sur la personne quand elle est appliquée à des institutions des soins. À l'externe, on trouve donc les contextes, les facteurs contextuels. Si tu peux cliquer sur la slide, voilà. Donc, on se trouve au niveau vraiment macro, qui peut être par exemple une politique sanitaire qui favorise l'approche centrée sur la personne, une approche holistique dans les domaines des soins, etc. Mais aussi un cadre légal qui peut-être reconnaît certaines prestations d'ordre socio-sanitaire qui sont mises en pratique dans une logique d'approche centrée sur la personne. Et aussi un système de formation qui sensibilise et promeut cette approche au sein des futurs professionnels. Si on va vers long terme. Raphaël, on ne t'entend plus par Je vois mégarde. que Voilà, désolé, c'est moi. le micro. Donc, si on va à long terme, on a des conditions préalables. Donc, c'est plutôt des conditions qui sont propres à tout professionnel travaillant avec cette approche. Elles sont bien entendu des compétences professionnelles techniques comme tout le monde les a, mais c'est surtout aussi des compétences interpersonnelles pour pouvoir se confronter à autrui, que ce soit d'autres collègues, d'autres métiers, mais aussi les patients lui-même, de pouvoir communiquer correctement, de façon à l'impliquer dans leur démarche, dans la thérapie. Mais aussi un engagement professionnel et une considération de ses propres valeurs et de l'impact que ces valeurs ont dans la relation avec autrui. Si on va encore plus à l'interne, on trouve l'environnement des soins, donc c'est plutôt les caractéristiques de l'organisation qui travaille selon cette approche. Et là, on trouve vraiment des organisations qui promeuvent et qui valorisent l'interdisciplinarité, qui ont donc des équipes pluridisciplinaires où il y a un partage d'informations, une implication, des décisions, un leadership partagé, donc vraiment des décisions qui sont prises avec un large consensus et de façon collégiale, je dirais. Donc, il y a vraiment des systèmes qui sont mis en place pour faire ça. Mais il y a aussi un encouragement à l'innovation et à la prise des risques de la part des collaborateurs et des équipes qui travaillent dans l'organisation. Ensuite, si on va vers les pétales de cette fleur, on trouve les processus centrés sur la personne, donc ce qui est plutôt les caractéristiques de la relation entre les soignants et les patients. Et là, on trouve bien entendu, comme on l'a dit avant, donc l'empathie, mais aussi la compréhension de ce qui sont les valeurs, de ce qui est important pour la personne, et d'intégrer ces aspects dans la prise en charge. Mais aussi de considérer finalement les patients non plus comme une cible passive de notre intervention, mais aussi comme une partenaire global, un partenaire qui participe lui aussi, qui a lui aussi ses valeurs, ses croyances. Et donc pour cela, il y a cette notion d'empowerment qui est très importante, donc c'est-à-dire qu'il faut lui donner les informations, communiquer les informations de façon claire et lui donner les moyens pour comprendre et participer aux décisions qui concernent sa santé. Et puis pour ce faire, finalement, on doit avoir une approche holistique, donc on doit à la fois considérer les différentes composantes, pas uniquement biologiques, mais aussi sociales et psychologiques de la santé. Et on arrive finalement, si toutes ces caractéristiques sont mises en place, on arrive finalement à ce qui sont les résultats, les impacts de cette approche au niveau institutionnel, au niveau d'une organisation. Et selon la littérature, on trouve que cela améliore la qualité de soins et la satisfaction des patients. Il améliore l'adhérence thérapeutique parce que du moment où les patients sont partie prenante dans la prise de décision, ils vont mieux comprendre les décisions qui sont prises, les thérapies qui sont proposées et ils vont les adopter de façon plus précise. Au niveau organisationnel, il y aura sûrement une meilleure culture collaborative et les collaborateurs seront amenés de façon de plus en plus spontanée à prendre des responsabilités à l'intérieur de l'organisation.
Et puis finalement, il y aura de plus en plus de pratiques innovatives avec une logique d'amélioration continue, une logique de remise en question des différentes étapes, des différentes activités ou projets qui sont mis en place, notamment en vue de pouvoir les mettre, les améliorer de façon continue. Et puis juste pour terminer, nous, au sein du Senior Lab, on est en train de réaliser actuellement un projet de recherche sur des institutions de soins qui travaillent selon cette approche. Et on observe aussi sur les terrains que finalement, au sein de façon transversale, au sein des différentes institutions des soins qu'on a étudiées, ça, c'est vraiment les grands facteurs de succès qui ressortent très fortement aussi du terrain et qui, donc, je trouve que ce modèle qui est assez théorique montre bien aussi que ce qui se passe aussi dans la réalité sur les terrains des institutions des soins qui s'organisent selon cette approche. Voilà, donc de mon côté, j'essaie de synthétiser au maximum, mais je me réjouis en tout cas d'entendre les prochaines interventions, voir qu'est-ce qui se passe sur les terrains et puis des exemples concrets. Merci beaucoup et puis voilà, je suis à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup, Raphaël. C'est super, cette introduction va nous permettre de pouvoir entendre maintenant les partages d'expériences. On va commencer avec David Favre qui a choisi donc de nous illustrer en fait ce que se fait au sein de la Fondation Saphir avec le projet pilote de Montchoisy, qui est un nouvel EMS qui a ouvert, et il a décidé de débuter sa présentation avec cette petite vidéo. Donc Céline, tu peux mettre play. Ouais, on n'entend pas le son, donc est-ce que peut-être tu peux mettre le son sur l'ordinateur et remettre à la minute. Voilà, donc là on entend. Merci. On n'entend toujours rien. Je ne sais pas si c'est normal. Bon, voilà, il fallait bien un petit couac technique, hein. Donc, je propose à Céline de remettre la présentation et d'essayer, David, d'enchaîner sans la vidéo. David, tu peux peut-être faire la jonction en attendant qu'elle remette la présentation. Oui, alors bonjour à tout le monde, merci de cette invitation. Donc très rapidement, donc, je me présente, David Favre, donc je suis directeur du développement organisationnel et innovation à la Fondation Saphir. Et effectivement, je souhaitais commencer ma présentation par une petite vidéo pour éviter d'avoir à parler d'une structure et que je trouvais plus intéressant de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur. Juste pour contextualiser, donc, je remercie Raphaël pour son cadrage théorique. Ça permet de rattacher passablement de choses, notamment peut-être le premier lien sur la construction de cette structure. Elle s'est voulue liée à une stratégie qu'on a adoptée et dans laquelle on a voulu changer un peu le paradigme habituel dans les institutions de type EMS, à savoir intégrer typiquement une approche centrée sur la personne, mais qui avait un impact notamment sur tout le modèle organisationnel et aussi le modèle managérial, ce qui a impliqué un travail sur notre stratégie en préalable. Donc, Raphaël en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une forme de cohérence dans laquelle on souhaitait inverser un peu le paradigme habituel, à savoir que on voit bien qu'au niveau professionnel, la plupart du temps, on est plutôt à connaître ce qui est bon pour les personnes et à négliger, on va dire, le questionnement de la personne concernée, et d'adopter une pratique professionnelle qui contraint, on va dire, à certains égards, les personnes qui reçoivent les prestations. Ce qui a voulu dire pour nous, c'est-à-dire plutôt que de penser à la place des gens ce qui serait bon pour eux, c'était d'aller directement demander aux gens et de partir en fait de ce qu'ils nous auraient dit.
Donc, le lien a été assez vite fait, et c'est comme ça qu'on a construit cette nouvelle structure, alors avec toutes les contraintes dont a parlé Raphaël tout à l'heure, notamment légales, on va dire juridiques et du contexte aussi étatique, mais dans laquelle on a voulu intégrer un maximum les futurs habitants. Dans cette perspective-là aussi, les éléments phares qui nous ont conduits, c'était que les personnes devaient être comme à la maison. Donc, dans ce changement-là, l'idée était que ce n'était plus l'organisation qui dictait la prestation, à savoir, bah voilà, par implication de l'organisation, il y a certaines choses, voilà, on se lève à une certaine heure, on suit l'organisation du déjeuner, du repas, le rythme finalement qui est donné par une organisation du travail. Et là, l'idée, c'est d'inverser et de dire, bah non, s'il y a des personnes qui veulent se lever tard, elles se lèveront tard. À nous de nous organiser autour de ça, d'avoir une disponibilité de la nourriture 24 heures sur 24, etc., etc. Bref, je passerai les détails, mais l'idée étant de vraiment se centrer sur les besoins des personnes qui reçoivent les prestations. L'idée aussi, c'était de créer des lieux de vie, donc où la qualité de vie était tout aussi prépondérante, on va dire, que la qualité de soins. Donc, ça voulait dire typiquement se baser sur les ressources des gens et plutôt les intégrer dans la vie de tous les jours, plutôt que de créer, on voit souvent des animations plutôt de type occupationnel et autres, mais plutôt de se rapprocher d'une vie qu'ils avaient avant et de se rapprocher d'une vie, on va dire, normale. Donc, l'idée étant de contextualiser quelque chose et d'avoir un environnement également physique qui ressemble à une vie normale. Et puis, le deuxième point, c'était de vraiment aller demander aux habitants ce qu'ils souhaitaient vivre. Et dans la stratégie qu'on a créée, elle était vraiment liée à ça. Et on a été leur demander comment devait se passer une journée idéale. Et typiquement, on retrouve les éléments que vous avez sous les yeux. Ce sont les éléments que les habitants nous ont transmis, dans lesquels, évidemment, on a recensé énormément de données, mais qui nous ont permis de partir de ce qu'ils nous ont transmis comme étant les journées idéales pour eux, c'est-à-dire de ne pas les priver de liberté, de leur permettre d'avoir accès à n'importe quel endroit dans la maison, d'avoir le respect de leur liberté dans leur zone privative, de pouvoir choisir à la limite leur thérapie, de pouvoir discuter avec un médecin et puis de questionner la médication, par exemple, etc., etc., de pouvoir sortir à tout moment, etc. Donc, on retrouve certains éléments, il y en a 5, donc la liberté, les relations qui sont extrêmement importantes, le fait de pouvoir échanger avec les gens, de faire partie de quelque chose, les activités, le bien-être et les petits plaisirs. Voilà, Céline, tu peux passer. Donc, l'idée était, à la construction de cette nouvelle structure, de les intégrer complètement aussi dans le projet architectural et par la suite de créer des prestations dans lesquelles on serait vraiment centré sur les habitants. Donc, l'idée a été de créer des communautés de vie plutôt que de parler d'équipe. Alors, bien évidemment, c'est un bâtiment par étage. On aurait voulu pouvoir créer des petites maisons dans lesquelles on aurait pu créer des communautés plus petites encore. Mais là, l'idée a été de séparer en fait les étages pour avoir des petites communautés de collaborateurs qui pouvaient être vraiment en lien direct avec un plus petit panel d'habitants pour pouvoir permettre plus de connaissances, plus de rapprochement avec les habitants et puis un flux, on va dire, de la prestation qui soit plus direct. Ces communautés de vie sont aussi beaucoup plus globales, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des équipes de soins, mais dans ces communautés, directement sur l'étage et autour de la communauté des habitants, on retrouve du personnel de l'intendance, du personnel du technique, du personnel de la restauration, et du personnel de l'animation également. L'idée étant que vraiment ce soit des personnes qui soient là au quotidien et qui connaissent le mieux les personnes, qui puissent agir directement avec elles. Et puis, évidemment, ça nous a questionné sur le modèle organisationnel pour dire, pour pouvoir s'organiser, suivre les rythmes des personnes, évidemment, il faut pouvoir réagir très rapidement. Donc, il faut que les gens aient un maximum d'autonomie pour pouvoir se réorganiser, pour pouvoir réorganiser la journée,
ou carrément changer les plans prévus de la journée. Et évidemment, beaucoup de communication entre les différents professionnels. Céline, tu peux avancer. Donc, je suis désolé pour le côté très peu esthétique de cette représentation schématique, mais l'idée était d'essayer juste de vous le présenter à titre schématique. Donc, on retrouve les communautés de vie, comme je vous l'ai expliqué, sur chaque étage. Donc, on en a 2 communautés de vie autour de 14 habitants. Et puis, les spécialistes où on retrouve typiquement les infirmiers spécialisés, les animateurs, les gestionnaires en intendance, qui, eux, créent une communauté de spécialistes qui peuvent intervenir plus comme un espèce de CMS interne et qui intervient plutôt lié vraiment à la personne, donc plutôt aux habitants, et beaucoup moins une espèce d'appartenance à une équipe. Donc, l'idée étant voilà, de nouveau essayer de casser certains silos et de focaliser vraiment la prestation sur les personnes. Dans ce modèle, évidemment, ça nécessite pas mal de ressources qui sont subventionnées par l'État. Donc, automatiquement, il y a dans ce modèle aussi un besoin fort au niveau du bénévolat et de ressources externes qui interviennent dans le processus. Et puis, dans ces communautés, évidemment, on retrouve une forme d'agilité dans laquelle il n'y a pas de responsable d'étage, par exemple. Il y a une coordinatrice de maison qui, elle, intervient plus pour donner le cadre, donner le périmètre d'autonomie, et puis de travailler sur la cohérence du tout. Et typiquement, on retrouve ces communautés qui peuvent agir et qui peuvent prendre des décisions au jour le jour. On peut passer à la suivante. Donc, pour donner un petit exemple, donc on a commencé, l'EMS a ouvert en mars dernier, et ça a été un énorme changement. Donc, on a spécifié des rôles qui étaient importants pour faire fonctionner ces communautés autonomes. Et il y a aujourd'hui 4 rôles qui sont incarnés, je dirais. Les autres, vous les avez en gris, qui sont aujourd'hui pas encore utilisés parce que pas utiles, en tout cas pour le présentement, mais qui vont certainement émerger dans le futur. Et là, on a quatre rôles. Donc, le facilitateur, qui lui intervient plus pour venir préparer les séances de coordination, s'assurer que les décisions sont prises et faire le lien avec les différents intervenants. Donc, on pourrait avoir les spécialistes. Un planificateur qui, lui, s'occupe de planifier les horaires et faire les plannings pour la communauté. Le référent des indicateurs qui, lui, a un regard très spécifique sur les indicateurs de la qualité de la prestation et les indicateurs de satisfaction. Donc, on parlait de la satisfaction en lien avec la qualité de vie. Et puis le logisticien qui, lui, enlève un petit peu les obstacles de type technique et logistique de la communauté. Alors, on peut passer encore à la suivante. Et puis, en lien avec ça, et pour terminer, si je prends juste quelques exemples, je reprenais les liens d'intervention de Raphaël. Typiquement, si je prends des prises de décision, on a eu très vite des communautés qui ont pu s'organiser autour de la prestation en faisant appel simplement aux besoins des habitants, en les questionnant et en s'organisant directement. On s'est retrouvé avec 2 communautés, typiquement, qui ont changé leurs horaires en une semaine pour se réorganiser et avoir des ressources plus présentes le matin, typiquement parce qu'il y avait beaucoup de besoins d'accompagnement, et puis en soirée également. Et ensuite se sont réorganisés aussi avec les horaires de l'animation pour que l'après-midi, il y ait plus d'activités, plus de ressources aussi, qui soient là pour qu'il puisse y avoir des promenades, etc. Puis là, on est en train de voir que les questions sont de nouveau d'actualité au niveau de l'organisation des horaires, puisque on arrive vers des jours plus courts et puis moins de sorties, donc plus d'occupation en intérieur. Donc là, typiquement, il y a de nouveau des décisions qui se prennent dans les communautés pour s'adapter aux besoins du moment. Et là, ce qui est aussi intéressant, et je finirai par ça, c'est ce côté interdisciplinaire qui se crée, où typiquement, on a redéfini aussi le périmètre de certaines fonctions, comme l'intendance, où l'idée, c'est un peu le fait d'avoir des couloirs extrêmement propres. C'est pas le premier intérêt, l'intérêt étant
qu'il puisse être là pour accompagner les personnes. Donc, ce qui libère aussi des ressources pour l'accompagnement et les 5 éléments du départ que je vous ai présentés, qui sont les plus importants pour les habitants. Voilà. Merci beaucoup, David. C'est super, je vois qu'il y a des questions dans le chat, donc tu peux seulement répondre si ça te semble pertinent. Et puis, je vous invite à tous de ne pas hésiter à poser des questions. Je vais passer maintenant la parole, si tu peux mettre le prochain slide, Céline, à Estelle pour sa présentation sur ce qui se met en place à l'EMS de Burier. Estelle? Oui, c'est tout bon. Voilà, bonjour. Parfait. Voilà, j'ai le plaisir de continuer. Donc, je travaille à l'EMS de Burier depuis 2019 et auparavant, j'étais en milieu multinational, multisite. Donc, ce qui change actuellement, c'est que c'est l'humain vraiment qui est au centre et non plus le produit. Et voilà, c'est un plaisir de voir en fait une sorte de dynamique changer. On peut seulement aller au slide suivant. Voilà, donc là, vous voyez, on migre virtuellement entre Vevey et Montreux. Donc, vous voyez là l'EMS de Burier, une sorte de métamorphose physique, mais j'ai envie de dire pas que. En fait, oui, on est un grand EMS qui est encore en train de s'agrandir d'un tiers. Donc, il y a tout un changement aussi au niveau de l'architecture depuis 4 ans, mais c'est surtout bien sûr plus grand, mais avec l'idée vraiment que ce soit centré sur l'individu. Et il y a tout un développement organisationnel qui est en train de se mettre en place. Et puis, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Donc, on peut aller au prochain. Voilà. Donc, voilà, moi, je parle vraiment de développement intérieur. On a tout un système que vous voyez au centre. Et voilà, donc moi, je vais axer aujourd'hui la présentation plus sur ce développement organisationnel qui est en route et partager quelques éléments de fil rouge. Alors, d'abord, une approche assez classique. On a une vision, vous voyez en haut à droite. Christine Ferrari qui nous rejoindra aussi. Donc, quand elle a pris la direction, elle a vraiment été moteur de cette nouvelle vision, cette nouvelle approche ressources avec justement des équipes autonomes qui s'articulent en interdisciplinarité. Vision maison, vous voyez qu'on utilise aussi le terme habitant. On a développé cette vision maintenant, il y a 1 année, 2 ans. Et avec le comité de direction, les cadres, c'est vrai qu'on avait plein d'idées, il y a plein de groupes de projets qui se sont mis en route. Donc là, vous voyez en bas, comité, copil, etc. Mais surtout, on s'est rendu compte, en fait, ça y a début d'année, en fait, on avait cette locomotive avec les cadres, finalement. Et puis, en fait, il fallait ajouter les wagons, il fallait ajouter les collaborateurs qui nous accompagnent. Et puis aussi prendre les bons bagages, c'est-à-dire mettre en place les bonnes mesures et puis de manière organisée. Donc là, en fait, c'est mis en place un groupe COPIL justement pour axer justement sur ce développement organisationnel. On avait déjà bien défini la vision, mais là, on s'est vraiment penché sur les actes de développement avec vraiment en posant ces indicateurs de succès. Par exemple, on se disait, on sera dans la vision si, ou alors on aura atteint nos objectifs d'équipe si. Puis on a vraiment décrit très concrètement à quoi ça ressemblerait, vraiment pour aller vers cette situation visée. Et, vous voyez tout en bas les mesures en fait qu'on a mises en place. Donc il y a eu plein de mesures parce que il y avait toute cette énergie d'intelligence collective, j'ai envie de dire. Donc on a notamment mis le Montessori de la personne âgée. C'était pas pour être labellisé Montessori, mais c'était vraiment pour aider les collaborateurs à adopter une autre posture. Parce que finalement, certains sont là depuis 20 ans, donc ils font les choses vraiment automatiquement. Puis là, on voulait vraiment aller sur laisser le choix à l'habitant, aller sur la ressource, favoriser l'autonomie, puis et pas faire à la place de, tout ce qu'on fait à la place de, c'est bien sûr, on sait, c'est tout ce qu'on enlève à la personne. On a aussi mis en place un nouveau système informatique interdisciplinaire. On se disait, la communication, c'est clé. Et puis plutôt que qu'on soit en silo avec chaque secteur un peu son système, on a pris un nouveau système qui permettait de communiquer entre les secteurs. Et puis là, les soins ont pris cette opportunité parce qu'ils se sont dit, maintenant, on a un nouveau système, il faut mettre le contenu. Et puis là, ils ont eu une réflexion et ils ont eu justement mis en place une nouvelle approche centrée, approche soins fondée sur les forces, donc au quotidien,
Et ils ont profité de ce système informatique en fait pour revoir leur approche. Donc non plus centré sur les besoins, mais vraiment sur les forces. Et voilà. Puis après, on sait que quand on doit emmener les gens, les collaborateurs, hein, il faut que ce soit toujours le plus participatif possible, j'ai envie de dire. Donc, on a bien sûr mis en place des supervisions, des formations des fois plus ciblées, des ateliers. On a fait des ateliers notamment sur le delta, entre la situation actuelle et la situation visée, pour qu'eux-mêmes se mettent en mouvement et trouvent leurs propres ressources pour aller sur la situation visée. Voilà. Et puis, vous voyez la petite flèche à gauche. Là, j'ai envie de mettre ma petite casquette RH ou alors copile. Enfin, il y en a plusieurs, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment important que tous s'organisent de manière saine, c'est-à-dire dans un rythme sain. Parce que quand on a une effervescence, puis encore plus maintenant, j'ai envie de dire maintenant, on est en mouvement. Donc, il y a un peu une roue libre qui s'est mise en place. Les collaborateurs, ils, ils vont dans la direction, mais il y a aussi tout cet élan. Et voilà, il faut aussi toujours des fois faire des stops, des fois rectifier. On va toujours être sûr qu'on est bien en adéquation avec nos indicateurs finalement, nos indicateurs de succès. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous dire par rapport à ça. Voilà, donc s'assurer qu'il t'a freiné. Là, je vous donne un exemple très concret, qui est très récent. Hein. Par exemple, les responsables, ils mettent un cadre de travail. On essaye d'aller vers le plus plat possible, des équipes autogérées, mais il y a toujours quand même des responsables de secteur qui mettent aussi un certain cadre de travail. Eux-mêmes, ils doivent, pour être en mouvement, ils doivent changer leur posture, leur comportement. Et puis là, j'ai envie de dire, c'est aussi à nous maintenant de mettre sous tension. Donc, on est toujours un peu, comme ça, en train de se mettre en mouvement, de rectifier, etc. On peut aller sur le dernier slide. Voilà, donc pour terminer, juste quelques commentaires. Vous l'avez entendu, donc c'était bien sûr important de bien définir le point de départ et la situation visée dans ce changement organisationnel, centré sur la personne, la ressource, s'assurer aussi d'une compréhension d'un langage commun, parce qu'on sait bien que chaque personne est différente, chaque équipe a ses caractéristiques. Donc, on a mis beaucoup de temps en fait à définir au départ, mais pour s'assurer que, et on est encore, je dirais, ces ateliers participatifs, on s'assure toujours d'une compréhension commune. Et j'ai envie de dire, ne pas non plus sous-estimer la tâche ni les compétences requises. C'est vrai que de notre côté, on a fait appel à un consultant, des consultants externes, suivant quel secteur, ou alors pour la maison. La directrice et moi-même sommes en train de faire le CAS en développement organisationnel, parce que finalement, c'est du continu, ce n'est pas un changement, c'est vraiment un développement. Et puis tenir compte de la réalité de l'organisation, donc s'assurer qu'on a toujours une compréhension partagée de l'organisation, se remettre en question, prendre la distance, réseauter comme aujourd'hui. Voilà, tous des points bénéfiques, j'ai envie de dire. Merci. Voilà, désolée, je ne trouvais plus le bouton du micro. Merci beaucoup Estelle pour ce témoignage. Donc, de nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je vais passer tout de suite la parole à Nicole Ventura, de la Fondation des soins à domicile du canton du Jura. Est-ce que Nicole, tu es avec nous? Oui, je suis avec vous. Super. Parfait. Donc, je m'appelle, comme vient de le dire Manon Nicole Ventura Montavon. Je suis directrice adjointe et directrice des ressources humaines de la Fondation pour l'aider les soins à domicile, qui a au niveau de notre institution un mandat au niveau cantonal de fournir des prestations d'aide et de soins à domicile pour l'ensemble de la population jurassienne. Je vais vous présenter donc un projet pilote qui a démarré le 13 décembre 2019 au sein de notre institution dans l'objectif de mettre en place une équipe pilote autonome pour améliorer significativement les prestations de santé et la qualité de vie au travail dans une même performance économique. Quand je parle de la qualité de vie au travail, là je parle bien sûr du personnel et des prestations de santé de nos usagers comme on les nomme.
Ce travail a été inspiré du modèle Birsdorg. Je vais y revenir juste après, je vais dire, sur la base de différents membres volontaires qui ont accepté d'entrer dans ce groupe de travail, qui sont composés de 8 personnes, à savoir que nous sommes 440 collaborateurs. On a construit donc cette organisation de travail autonome pour répondre vraiment aux ambitions aussi de leur raison d'être. Donc, je propose de passer au premier slide. Voilà. Donc, j'ai souhaité vous présenter un petit peu la procédure, comment elle a été introduite depuis le moment où il y a eu 8 personnes, comme je vous les ai nommées, enfin pas nommées, mais le nombre, 8 personnes qui ont été volontaires pour pouvoir débuter cette activité le 13 décembre 2019, avec une intervenante externe qui maîtrise parfaitement le système Birsdorg, qui vient du Pays-Bas, qui signifie donc aide au voisinage, pour ceux qui ne le connaissent pas en français. C'est un modèle de travail largement utilisé aux Pays-Bas pour les soins ambulatoires. Le modèle Birsdorg est centré sur la personne. Le client est pris en charge par une petite équipe soignante systématiquement composée des mêmes personnes. Il faut savoir que chez nous, jusqu'à présent, hormis ce projet pilote, il y a environ entre 20 et 45 personnes qui peuvent cogiter auprès du même client. Et là, nous sommes passés à 8 personnes maximum. L'équipe de travail, l'objectif a été de présenter cela en démontrant justement tous les avantages, mais également les difficultés que les gens pouvaient rencontrer pour créer une équipe de travail autogérée. Donc ça, c'était le 13 décembre 2019. Nous avons laissé un temps relativement court à toute une équipe, donc c'est-à-dire nous avons choisi cela par l'intermédiaire d'un service qui était composé d'une 40aine de personnes et 8 personnes se sont profilées et intéressées. Le 6 janvier donc 2020, il y a une première rencontre informelle que nous avons effectuée autour d'un repas pour que les gens puissent échanger et puissent communiquer aussi leur motivation, mais également leurs craintes par rapport à la mise en place de ce projet pilote, tout en sachant qu'on leur a bien expliqué aussi qu'ils ne seraient pas seuls, mais qu'ils seraient coachés par différentes personnes qui étaient jusqu'à l'année dernière leurs responsables, une planificatrice et moi au niveau de la direction. Ça, c'était le 6 janvier 2020. Il y a eu vraiment une belle dynamique et une réaction immédiate, je dirais, de créativité. Elles ont créé elles-mêmes un réseau par WhatsApp, enfin, pour pouvoir se communiquer des informations, des éléments que nous n'avions pas encore forcément l'habitude de vivre au mois de janvier 2020. Le 23 mars 2020, donc, il y a eu un premier jour de formation sur la gouvernance distribuée et c'est la personne qui m'a invitée, à savoir Manon, qui a donné ce cours toute une journée pour pouvoir enseigner et donner différents outils à l'ensemble de l'équipe. Là, quand je parle de l'équipe, autant les 8 personnes qui sont des infirmières, des assistantes, des auxiliaires et des aides au ménage, ainsi que les coachs, donc on appelle ça des accompagnateurs, c'est plus les gens qui décident, mais qui amènent des réflexions à la décision du groupe, qui ont bénéficier aussi de cette formation pour comprendre et définir leur raison d'être et leurs valeurs. Ça, c'était extrêmement important que l'ensemble de cette équipe puisse recréer des valeurs et une raison d'être, bien sûr, sur la charte de notre institution. Elle n'était pas tout à fait à côté, même pas du tout à côté, mais elles ont identifié leurs propres termes. Cela a amené aussi une formation sur le cadre de sécurité, typiquement comment est-ce qu'ils acceptent l'entrée d'une personne, la sortie d'une personne. C'est eux qui décident actuellement de l'engagement d'une personne ou de son départ. C'est elles qui le communiquent aussi. Nous avons eu un licenciement en parallèle dans ce groupe. C'est eux qui ont décidé de licencier la personne avec mon accord. Donc, il y a aussi les rôles structurels, je ne vais pas y revenir, David en a déjà parlé, des rôles structurels, fonctionnels, opérationnels que nous avons créés, ainsi que des élections sans candidat, enfin tout ce qui est lié au niveau des méthodes de l'agilité. Après le 23 mars 2020, nous devions effectuer le deuxième jour de formation relativement rapproché. Toutefois, le Covid étant arrivé, patatras, dans le domaine de la santé, comme vous le savez, on a dû mettre des priorités pour être disponible, pour accepter les retours d'hôpitaux beaucoup plus rapides qu'il n'était prévu. Nous avons donc eu une coupure de 3 mois, donc nous avons repris après la suite de notre activité,
où là, j'ai sollicité l'ensemble des familles composées d'un groupe d'usagers qui interviennent par cette équipe. Donc, les familles ont été invitées pour la première fois au niveau de notre institution pour qu'eux-mêmes puissent également communiquer qu'est-ce qu'ils attendent des prestations qu'on doit fournir auprès de leur famille et eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils attendraient également envers nous s'ils devaient être à la place de leur papa, de leur maman ou autre. Ça a été extrêmement intéressant aussi pour identifier des éléments, je dirais, non pas de qualité de soins, mais de la manière dont on peut intervenir dans la relation avec leur famille. Au 1er juillet, tout de suite après, bien sûr, il y a eu un retour de ces informations à l'équipe avec une deuxième journée de formation avec Manon sur la base de ce que je viens de vous énumérer précédemment. Le 31 août, bien là, il y a eu la date butoir. L'équipe pilote a démarré en autonomie. Cette autonomie, bien, comme je vous le mentionnais, justement, c'est que les gens doivent eux-mêmes s'autogérer. C'est eux qui définissent justement leurs horaires. Donc, c'est plus la responsable qui dit, voilà, vous avez tel jour, vous allez travailler. C'est l'équipe qui décide entre elles comment elles s'organisent, les jours qu'ils prennent au niveau des vacances et j'en passe au niveau de la gestion pure du personnel. Ça, c'était le 31 août 2020 et au-delà de cela, après, ça nous a semblé extrêmement important aussi de ne pas oublier de travailler sur l'approche en soins fondés sur les forces. Et là, vous venez d'entendre parler par Madame Pache, où là, il y a une formation aussi et nous devrons encore continuer dans cette formation. L'approche des soins fondés sur les forces étant dans l'optique justement de travailler non pas systématiquement sur la maladie ou la problématique en lien à l'usager, mais de pouvoir travailler sur les forces que l'auteur bénéficie encore pour pouvoir l'amener dans une plus grande autonomie si c'est possible. Je fais un petit peu court, je ne suis pas infirmière, donc des gens pourront encore mieux que moi développer cette thématique. Je vous propose de passer au prochain slide. Et là, nous arrivons directement un petit peu sur des résultats quantitatifs de l'équipe qui a été identifiée après 6 mois. Donc, ça veut dire entre août et février. Nous avons présenté ça à notre conseil de fondation avec 4 éléments que je peux déjà vous communiquer, mais il y en a eu bien sûr d'autres, mais qui ont été significatifs au niveau des indicateurs. Il y a eu le taux d'absentéisme. Si je prends un service qui concernait ces 8 personnes qui étaient composées d'une 40aine de collaborateurs, sur ces 8 personnes, nous avons eu un taux d'absentéisme durant 6 mois de ces 8 personnes de 2,2%. Et concernant l'autre service restant, nous étions dans ces 6 mois à 14%. Donc, vous voyez une différence significative qui amène quand même aussi une réflexion, c'est qu'est-ce qui amène juste ou pas de l'absentéisme dans des équipes quand on est intégré, quand on donne du sens à son travail, quand on est autonome et on est responsable. Donc ça, c'était très, très significatif, ce taux d'absentéisme. Nous avons également, au niveau des indicateurs, bien le nombre de kilomètres. Dès le moment où c'est une plus petite équipe, il y a un rayon d'activité plus étroit qui a été défini. Donc, ça veut dire un nombre de kilomètres beaucoup moins important. Donc, sur 6 mois, pour les 8 personnes, ça équivaut à peu près à 12 000 kilomètres, 12 à 13 000 kilomètres. Donc, je vous laisse faire l'exercice du coût qui a été diminué par rapport à notre institution, sachant qu'un kilomètre, c'est 70 centimes. Le taux de facturation également, là, je dirais, a été similaire. Pourquoi cela? Bien, c'est au niveau de la rentabilité telle qu'on l'appelle. Alors, je sais que dans le domaine des soins, on n'aime pas trop parler de rentabilité, mais il y a quand même des chiffres et des coûts à quantifier. Et dans ce contexte-là, la facturation est très, très similaire, tout en sachant qu'il y a certaines fonctions qui ont été moins rentables et qui sont moins rentables par rapport à l'année dernière. Je vous donne un exemple très concret. L'aide au ménage, avant, elle intervenait très rarement dans des séances, elle effectuait aucune tâche administrative, ce qui n'est plus le cas actuellement. Elle prend des activités que l'infirmière faisait, par exemple pour des rencontres, c'est elle qui peut aussi animer des rencontres, au même titre qu'une infirmière qui le faisait aussi précédemment. Quant au dernier indicateur que je voulais vous parler, bien, c'est quelque chose qui est peu quantifiable, mais qui est toutefois pas négligeable. C'est le travail qui est fait directement sur le terrain. Quand les gens rencontrent les usagers, eh bien, ils clarifient directement l'organisation aussi au niveau de la planification et ça ne passe plus
par le bureau, par une planificatrice qui est toujours dans un bureau, qui recevait l'information de l'usager pour savoir quand il fallait intervenir, le lundi, mardi ou un après-midi, un soir ou autre. Là, c'est directement le personnel de l'équipe pilote qui prend les décisions et qui informe la planificatrice par courrier électronique pour savoir quand il faut les planifier. Et j'en viens à au prochain slide, donc, qui est très rapide sur le plan personnel, une organisation qui favorise le développement personnel. Ça, c'était un objectif et je serais un petit peu mal placée en tant que DRH d'aller dans cette opposition. Et pour arriver à la dernière représentation, je vous propose directement de passer. Il y a différents éléments. Donc, le résultat qualitatif au niveau de l'équipe qui a été identifié, parce que ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il y a une enquête au départ au niveau des usagers et après 6 mois au niveau des usagers, téléphonique individualisé, et également un questionnaire avec l'ensemble des équipes du service des 32 personnes qui ne faisaient pas partie du projet pilote et les 8 autres. Ce qu'il en est sorti de manière unanime, c'est qu'il y a beaucoup moins de fatigue au niveau des 8 collaborateurs, ce qui amène beaucoup moins de trajets sur la route, comme je vous l'ai mentionné au niveau du nombre de kilomètres précédents, moins stressant parce que comme elles ont défini elles-mêmes, elles ont créé des moyens de communication, nous n'avions pas avant des visioconférences qui s'effectuaient et elles ont intégré, elles ont demandé justement d'avoir Microsoft Teams pour pouvoir se rencontrer tous les matins. Toutes les personnes qui travaillent le matin ou la journée se rencontrent le matin depuis leur domicile ou autre et puis elles font le point de la situation sur la journée. Donc, meilleure connaissance des usagers, moins de stress quand elles doivent intervenir. Expérience stimulante parce que elles s'investissent, développement des compétences, donc ça leur permet aussi de s'affirmer, de faire des propositions, de développer leur potentiel propre. Typiquement, comme je vous l'ai mentionné, que ce soit une aide au ménage, une auxiliaire, c'est elle qui peut prendre, qui peut être la facilitatrice, c'est elle qui peut faire le gardien du temps, mais c'est également elle qui peut aussi animer, comme je le disais, par l'aspect de la facilitatrice, la séance. Plus de plaisir au travail, eh bien, ça veut dire plus de bonheur. Les indicateurs tels que je vous l'ai mentionné au niveau des taux d'absentéisme est très significatif. Et ce que je pourrais dire également, c'est que quand on pose la question, parce qu'on attend la décision stratégique de l'institution, à savoir si on va pouvoir polliniser ça au niveau des 432 autres personnes, on va dire cela comme ça. Là, on a dû reporter un petit peu des échéances. Le conseil de fondation qui nous dirige justement doivent prendre des options à ce niveau-là, mais il a été clairement identifié, elles l'ont dit de manière très claire, si elles ne peuvent pas continuer dans ce projet qui devient, elles l'espèrent, définitif, elles vont quitter l'institution. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort par le fait justement de comment elles ont pu s'identifier et du résultat des usagers qui, hormis une personne, l'ensemble des usagers ont vu une plus-value dans la qualité qui leur est offerte. Voilà ce que je voulais vous faire partager après 1 an d'expérience avec cette équipe qui, pour moi, m'ont amené une richesse je dirais, incontournable, on va dire ça comme ça, et qui m'amène à ne pouvoir que croire, je dirais, à cette équipe qui, je l'espère, deviendra reconnue au niveau institutionnel. Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Si tu peux fermer ton micro, parce qu'apparemment, il y a un petit écho en plus. Merci. N'hésitez pas de nouveau à poser vos questions à Nicole, qui se fera un plaisir de vous répondre dans le chat. Je vais passer maintenant la parole à Antoine Bazin de l'IMAD. Antoine, est-ce que tu nous... on t'entend. Pour le moment, on ne t'entend pas. Alors, on va... peut-être, je ne sais pas s'il y a un souci avec le micro, je vais juste voir. Voilà, autorisé, normalement on va t'entendre maintenant. Alors là, tu peux activer ton micro, je ne sais pas pourquoi. Absolument, voilà, merci Manon. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, je suis effectivement Antoine Bazin, directeur des projets stratégiques. Je travaille à IMAD, qui est aussi une organisation de soins à domicile. À la différence de ma collègue juste avant,
Bien évidemment, les sujets Bürsorg, équipe autonome et tout ça sont fortement présents hein, dans le domaine du domicile. C'est vraiment une thématique récurrente et je pense que ça apporte, en tout cas en termes de réflexion, énormément. On a, nous, aujourd'hui, pas fait le choix pour le moment de partir fortement, on va dire structurellement, comme dans une démarche comme celle qui a été présentée juste avant. Mais vous allez le voir, en fin de compte, on s'aperçoit que dans notre fonctionnement, d'abord, le contexte dans lequel on évolue très, très vite, avec des demandes très fortes en termes de prestations. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, notre dispositif actuel à IMAD est un dispositif qui, de fait, sans vraiment le piloter, est un dispositif qui est assez fortement orienté, centré sur la personne, y compris sur les collaborateurs, sur comment les collaborateurs sont en fait autonomes dans leur pratique et dans la réalisation du soin. Et donc, vous verrez, je vais vous montrer au travers d'un exemple à la fin comment on oriente effectivement l'organisation pour essayer de répondre d'une part aux besoins du canton et puis d'autre part aux attentes des collaborateurs et surtout de la population qui a une attente forte en termes de prise en charge. Peut-être la première slide ou la deuxième slide suivante parce qu'il y a une page de titre. Voilà, merci beaucoup. Peut-être 2 mots sur notre organisation. Donc, IMAD, institution genevoise de maintien à domicile. On est une organisation de soins à domicile public. On est en fin de compte le bras droit, on va dire, du canton pour déployer la politique de maintien à domicile. On a 3 missions. Une mission qui est de soigner, tout le monde la connaît. Former, c'est un peu moins connu, mais effectivement, IMAD, au même titre que les hôpitaux, ont un rôle de formation. On est les premiers formateurs d'ASSC hein, sur le canton. Puis sans parler de la formation continue, et puis la question du soutien, chez nous, la question du maintien à domicile, vous allez voir, je vais le reprendre souvent dans la présentation, quand on fait du maintien à domicile, on ne peut pas faire autre chose que une approche centrée sur la personne. On a des clients qu'on suit 10 ans, 20 ans, 25 ans, on a des centenaires, donc forcément c'est des gens avec lesquels on va faire des projets de santé et sur lesquels la question de l'approche centrée sur les personnes est fondamentale. L'autre chose qui est aussi extrêmement importante, c'est... non, excuse-moi, je reviendrai après dessus. On a 18 000 patients par année, hein, 2500 collaborateurs. C'est une structure assez importante. On est unique, on va dire, on est seul sur le canton en termes d'organisation publique. Et puis, on a ce qu'on appelle l'obligation d'admettre. Donc, effectivement, tout patient qui se présente à IMAD a l'obligation d'être pris en charge. On n'a pas le choix de pouvoir dire on ne peut pas, on n'a pas les ressources, ce n'est pas l'horaire. On doit effectivement se mettre en place dans des délais très courts pour prendre en place ce patient. On a déjà une organisation qui est en mode décentralisé avec des micro-équipes. Hein. Ma collègue citait tout à l'heure l'exemple d'une équipe de 8 personnes. On a effectivement des équipes d'une dizaine de personnes qui sont... L'idée, c'est très simple, c'est d'être au plus proche du terrain, proche de la commune, proche du lieu d'habitation. La question du déplacement est extrêmement structurante pour nous. Elle a un coût, il faut savoir. Alors, si vous n'êtes pas du milieu des organisations de soins à domicile, le déplacement n'est pas remboursé. Donc, je vous laisse imaginer quand vous devez traverser le canton une demi-heure pour aller faire une glycémie de 5 minutes, puis revenir une demi-heure, c'est juste pas possible. Donc, la notion d'équipe décentralisée en proximité, de micro-équipe, est chez nous, en tout cas, un axe déjà fortement soutenu. Je veux bien la slide suivante. Quelques éléments de contexte en lien avec le sujet. J'ai effectivement mis la notion de l'accélération du virage ambulatoire. Peut-être pour l'expliquer le mieux, je vais reprendre la phrase qui est en bas que le gouvernement danois a donnée dans sa politique en 2018. Ça date un peu, mais c'est toujours, je trouve, vraiment d'actualité. L'hôpital est l'exception, le paradigme est la maison. On a une accélération très très forte si ce qui se passait et ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital est en train de se passer à la maison. C'est-à-dire qu'on réduit considérablement les durées d'hospitalisation. Vous avez certainement entendu parler des fast-track. Hein. L'idée, c'est de dire la chirurgie opératoire planifiée, on la fait de plus en plus courte. Donc, on travaille avant avec le patient à domicile, on l'emmène à l'hôpital, on fait une opération très rapidement, on le met debout et dans les 4, 5, 6 jours au maximum, même des patients âgés, très, très fragiles, on les retourne à la maison et donc c'est à le domicile qui les prend en charge. Et cette accélération du virage ambulatoire, forcément, elle nous implique énormément dans la prise en charge. Comment on prend en charge des patients complexes, on prend en charge des patients 6 sur 7, 7 sur 7, avec des équipes autonomes. On veut avoir des petites équipes, pas trop de collaborateurs, des patients avec lesquels on fait un projet de santé. On est dans la chronicité, on est dans de la durée, du 20 ans, du 25 ans, je le disais tout à l'heure. Donc, tous ces enjeux bouleversent un petit peu et nous challengent sur la notion d'équipe autonome versus le fait de pouvoir répondre. On doit être en capacité de pouvoir répondre, comme les hôpitaux le faisaient dans l'hôpital, on doit être en capacité de pouvoir répondre à domicile. La notion d'empowerment du patient et des professionnels est omniprésente. Je veux dire, nos patients sont à domicile, je reviendrai là-dessus, hein.
c'est pas la même dynamique que quand on est à l'hôpital. Et donc, le pouvoir, le rôle que le patient a dans sa prise en charge est fondamental. Il décide en quelque sorte. S'il n'est pas d'accord, ben, on doit faire avec. On ne peut pas, nous, lui imposer notre environnement. Et puis, la notion d'innovation numérique, pourquoi je l'ai évoquée, c'est qu'on a maintenant, on a beaucoup parlé du développement numérique, mais on a aujourd'hui maintenant des outils qui permettent de communiquer de façon beaucoup plus rapide et régulière avec les professionnels et avec le patient, qui changent complètement la donne. Avant, j'ai envie de vous dire, on en parlait, maintenant on est en train de le faire. Et donc effectivement, la notion d'équipe autonome prend tout son sens parce que les interlocuteurs qui sont dans la notion d'équipe sont bien présents en termes d'outils. Je veux bien la slide suivante. Alors, en quoi tout ça a un impact sur l'évolution et les transformations de nos modes de prise en charge? D'abord, si vous faites du maintien à domicile, c'est impossible de faire du maintien à domicile sans avoir une vision holistique de la prise en charge en santé. Et je dis bien en santé et pas en soins. Une grande partie de nos patients n'ont pas de soins. Ils ont de l'aide aux courses, ils ont de l'aide au ménage, ils ont de la sécurité, ils ont, parce qu'effectivement, ils ont de la nutrition. Si vous savez que les problèmes de dénutrition sont les premiers facteurs de risque pour le fait que les personnes ne puissent plus rester à domicile et donc soient hospitalisées ou partent en institution. Donc la notion de nutrition est fondamentale. Donc il y a un enjeu de prévention en santé qui est considérable dans le cadre du maintien à domicile. Et donc sans une prise en charge holistique qui prend vraiment l'ensemble des paramètres largement au-delà du soin, vous ne pouvez pas faire du maintien à domicile. La deuxième chose qui modifie nos modes d'organisation, c'est cette question, on fait et du maintien à domicile, et puis à l'extrême, on va faire de l'hospitalisation à domicile. En termes d'équipe, comment je fais pour avoir une équipe autonome qui a toutes ses compétences? Bien évidemment que je ne suis pas capable d'avoir une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui va faire de la chimiothérapie, des soins de plaie avec des technologies avancées, et puis en même temps qui va faire du maintien à domicile. Et donc, je dois combiner dans mon modèle d'organisation avec une strate d'équipes, des équipes qui font peut-être plutôt des soins généralistes versus des équipes qui font peut-être plutôt des soins aigus et de l'accompagnement sur ces soins aigus. Le principe de référence qui est chez nous alors complètement intégré, l'idée, c'est qu'un patient a toujours une infirmière référente et cette infirmière le suit. Un patient, et je vous ai dit, il est suivi pendant plusieurs années, il a une personne de contact et cette infirmière de référence construit avec ce patient un plan de soins qui est fait dans la durée. Alors, ce n'est pas qu'avec lui, hein, vous verrez tout à l'heure, j'en parle aussi, il y a d'autres interlocuteurs, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, on a une notion de référence et on construit ensemble. Le management de deuxième ligne, on voit très bien qu'en fait, dans le modèle Buurtzorg, hein, on dit assez simplement, le management n'existe plus vraiment puisque l'équipe s'auto-organise, y compris sur les modèles organisationnels. Dans notre cas présent, on a nous toujours du management, mais très clairement, le management devient une organisation de seconde ligne. C'est-à-dire que ce n'est plus un management qui contrôle, qui organise au quotidien finement, qui suit ses collaborateurs, parce que ses collaborateurs, dans la journée, ils ne sont pas là, ils sont sur le terrain, ils sont avec les équipes, avec le patient, vous allez voir, avec la communauté, et donc ils travaillent en fait en dehors du sphère de l'équipe, de ce qu'on pourrait appeler l'équipe, et comme on l'imagine dans nos structures traditionnelles. J'ai mis en bas une logique hors les murs de l'organisation vers une plasticité de la notion d'équipe. Quand vous êtes dans un hôpital ou dans un EMS, vous avez une équipe et au sein de cette équipe, vous mettez un patient qui rentre en fait dans l'organisation et qui rentre dans l'équipe. D'accord? Donc là, on a vraiment la notion d'équipe qui est organisée dans laquelle on met au centre le patient. Dans la logique du domicile, on n'est plus du tout dans cette logique. Le domicile est le lieu de prise en charge et ce sont les professionnels qui vont vers le domicile pour organiser la prise en charge en santé. Et donc, en fait, j'ai envie de vous dire que pour faire de la prise en charge en santé, vous allez devoir intégrer le médecin traitant, vous allez devoir intégrer le pharmacien, vous allez devoir intégrer la diététicienne, l'ergothérapeute, le proche aidant. Et en fait, contre la notion d'équipe, on se questionne aujourd'hui. Est-ce que la notion d'équipe, c'est l'équipe à IMAD des collaborateurs de la micro-équipe qui s'organisent, ou est-ce que la notion d'équipe ne devient pas, en fin de compte, celle de celle qu'on constitue autour du patient, qui fait un projet de soins avec le patient, avec le proche aidant, dans la durée pour effectivement accompagner nos multiples patients. Je veux bien la slide suivante. J'ai choisi effectivement un exemple concret. Alors, j'en avais plusieurs, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait imaginer le mieux durant la crise Covid? Alors, ma collègue l'a aussi dit, on a dû poser un peu les plaques. Hein. La priorité était vraiment à prendre en charge nos patients. Ça nous a consommé beaucoup d'énergie.
On a mis en place alors, de nombreux dispositifs. On en a mis un qu'on a appelé Covimad. Covimad, l'idée, c'était d'assurer la prise en charge, de mettre en place un itinéraire de prise en charge des patients à la sortie de l'hôpital après leur période Covid. Donc, des patients, on va dire, plutôt âgés. Pour vous donner un chiffre, hein, sur les 80% des patients de 75 ans et plus qui ont eu le Covid, qui ont été hospitalisés, ont été pris en charge, hospitalisés ou pas d'ailleurs, ont été pris en charge par IMAD, ce qui montre aussi effectivement la force d'IMAD sur ce profil-là. Donc, on a mis en place un itinéraire individualisé. Je dis invisible. Pourquoi invisible? C'est qu'en fait, l'idée, c'est de dire, on va prendre le patient, on va construire avec lui un itinéraire spécifique à son besoin, et lui, il ne va pas voir, est-ce que ça vient de l'hôpital? Est-ce que ça vient du médecin traitant? Est-ce que ça vient de IMAD? Ce n'est pas le sujet. Lui, il doit être soigné, et ce qu'il y a derrière en termes d'organisation doit être presque invisible. À nous de mettre en place un dispositif avec l'infirmière référente, avec l'infirmière coordinatrice, avec les professionnels, et donc on est là vraiment dans une logique d'interprofessionnalité pour que le patient, en fin de compte, pour lui, c'est complètement invisible. Il est dans une logique d'itinéraire, il construit avec nous. Je serais presque un peu provoquant en disant, mais en fin de compte, l'équipe autonome, chez nous, elle est là. Elle est le patient, le médecin traitant, l'infirmière, le diététicien, le proche aidant. Ceux-là, ils construisent ensemble un parcours en santé pour le patient. On a également quelque chose qui renforce ça, c'est l'évaluation structurée. Il faut savoir que chez nous, toute prise en charge est évaluée sur la base d'un rail et toutes les infirmières font de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on n'a pas des infirmières spécialisées qui feraient que des évaluations, puis ensuite qui disent à leurs collègues, vas-y, fais ton travail. Non, non, j'insiste, l'infirmière, c'est une infirmière référente, elle connaît complètement son patient, elle le suit, elle l'accompagne, elle l'évalue, elle définit avec lui un projet de soins, un plan de soins. Et en fait, au fin de compte, on a un objectif commun en santé de l'équipe qui gravite autour du patient, avec le patient étant le premier acteur de sa prise en charge et de son organisation de sa prise en charge. Voilà, je terminerai peut-être juste sur une chose, c'est qu'on voit très bien que chez nous, en tout cas, cette approche holistique est partagée en santé, hein, j'insiste en santé, elle nous oblige à nous positionner avec 3 axes de travail. Le premier, c'est l'interprofessionnalité. C'est assez, ça, je pense que vous êtes assez à l'aise avec cette thématique, mais nous ne pouvons pas travailler sans la proximité du médecin, le pharmacien, le proche aidant, etc. Le deuxième, c'est l'interinstitutionnel. Il n'est pas possible d'avoir une démarche de ce type-là sans intégrer toutes les institutions. Le plus facile, on va dire, le plus simple à comprendre, c'est l'hôpital. Je ne peux pas travailler tout seul si je ne suis pas complètement intégré avec la notion de l'hôpital. Et puis l'intracommunautaire, c'est celui qui a le plus de développement en vue, c'est la notion du lieu de vie de l'individu. Si je suis dans du maintien à domicile, je vais forcément travailler avec le réseau communautaire qui entoure l'individu, que ce soit les assistantes sociales de la commune, que ce soit les groupes d'aînés de la commune, que ce soit effectivement les activités de la commune qui contribuent au maintien à domicile de la population. Et donc, je reviens à ma question, c'est en fin de compte, du coup, pour nous, la question de l'équipe autonome et de l'équipe, où est l'équipe et où est-ce que je dois travailler pour avoir un dispositif qui est effectivement le plus efficient et qui répond aux besoins de la population. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on a eu l'ensemble des intervenants qui nous ont exposé et partagé leurs témoignages des expériences d'approche centrées sur les personnes qui se sont vécues et sont gage d'agilité. Peut-être, c'est vrai que pour toi, Antoine, il y a un petit peu moins de questions et le temps d'y répondre, puisqu'on va passer en fait à la partie où on va vous rendre tous actifs. L'idée étant de vous faire échanger entre vous sur les enjeux autour de cette thématique. Donc, Céline, si tu peux passer les deux slides, voilà, et amener au prochain encore. Donc, l'idée, c'est de vous répartir en groupes. Vous serez en groupe, on va faire 5 groupes maximum, parce que comme ça, on aura le temps aussi d'entendre les retours en plénière. Dans chacun des groupes, vous allez vous autogérer et nommer un animateur, c'est-à-dire une personne qui distribue un peu la parole, qui va s'assurer qu'on réponde à la question, qu'on respecte un petit peu le temps. Et puis, on aura aussi un gardien des notes. Donc, c'est une personne qui prendra en note, cette personne choisira le support qu'elle préfère, donc je ne sais pas, un Word, un PowerPoint, ce sur quoi vous êtes à l'aise, un mural, il y a plein de nouveaux outils et chacun aime le sien. Et puis, on aimerait avoir aussi un porte-parole parce qu'à la fin, il s'agit de revenir en plénière, expliquer ce que vous avez changé en groupe. Donc, à l'origine, on avait 3 questions à échanger dans les groupes avec les intervenants qui ont un petit peu débordé. On va aussi s'adapter et puis
faire un petit peu différemment au niveau du temps et puis de la structure des échanges. Je vous mets dans le chat en fait un petit peu les 4 temps auxquels j'ai pensé. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je ne sais pas pourquoi chez moi ça ne s'affiche pas. Alors j'ai l'impression que j'avais envoyé. Voilà. Donc en temps 1, ce que je vous recommande, c'est de vous répartir les rôles. Ensuite, l'idée c'est de parler des défis en lien avec ces approches, la mise en œuvre des approches centrées sur les personnes. Ensuite, de vous orienter solutions dans un deuxième temps. Et puis, dans un troisième temps, de réfléchir à une synthèse à présenter au groupe de ce que vous avez discuté au niveau de défis et solutions. L'objectif, c'est surtout d'échanger. Évidemment, ce n'est pas d'arriver avec un résultat parfait en si peu de temps, mais voilà, c'est de continuer et de vous rendre tous actifs dans cet événement. L'idée, donc, c'est justement d'être un peu curieux des uns des autres, de ce qui est changé, et aussi partager des histoires vraies plutôt que des généralités et de connecter les idées des uns des autres. Je vais tout de suite répartir les groupes qui vont se faire de manière automatique. Donc, nous allons avoir 5 salles et vous allez en fait être automatiquement mis dans la salle. Je ferai des petites annonces pour vous amener en fait à passer sur le deuxième temps ou troisième temps, histoire d'un petit peu structurer les échanges si jamais l'animateur se perd un petit peu. Et puis, je vous ramènerai en plénière dans une quinzaine de minutes. Donc, à tout de suite et bons échanges.